Pour comprendre l'insuffisance surrénalienne, il est essentiel de distinguer deux types principaux, l'insuffisance primaire et l'insuffisance secondaire. Commençons par examiner l'anatomie des glandes surrénales. L'insuffisance surrénalienne primaire, également appelée maladie d'Addison, résulte d'une destruction directe des glandes surrénales elles-mêmes. Cette destruction est le plus souvent due à une réaction auto-immune. L'insuffisance surrénalienne secondaire est différente. Elle est due à un déficit en ACTH, l'hormone qui stimule les glandes surrénales. La cause la plus fréquente est l'arrêt brutal d'une corticothérapie prolongée. Voici un tableau comparatif qui résume les principales différences entre ces deux types d'insuffisance surrénalienne. Notez particulièrement les différences au niveau des taux d'ACTH et des minéralocorticoïdes. Un signe clinique caractéristique de l'insuffisance surrénalienne primaire est l'hyperpigmentation cutanée, causée par l'accumulation d'ACTH qui stimule les mélanocytes. Cette hyperpigmentation n'est pas présente dans l'insuffisance secondaire. En résumé, la distinction entre insuffisance surrénalienne primaire et secondaire est cruciale pour le diagnostic et la prise en charge. L'insuffisance primaire affecte directement les glandes surrénales avec une élévation de l'ACTH, tandis que l'insuffisance secondaire résulte d'un déficit en ACTH avec des taux de minéralocorticoïdes normaux. L'insuffisance surrénalienne résulte d'une perturbation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, également appelé axe HPA. Cet axe constitue le système central de réponse au stress de notre organisme. Dans des conditions normales, l'hypothalamus libère la CRH, hormone de libération de la corticotrophine. Cette hormone stimule l'hypophyse antérieure qui sécrète l'ACTH, l'hormone corticotrope. L'ACTH voyage ensuite vers les glandes surrénales où elle stimule la production de cortisol et d'aldostérone, hormones essentielles à la régulation du métabolisme et de l'équilibre hydroélectrolytique. Maintenant, examinons ce qui se passe dans l'insuffisance surrénalienne primaire. Dans ce cas, les glandes surrénales elles-mêmes sont endommagées ou détruites. La cause la plus fréquente est la maladie d'Addison, une réaction auto-immune qui détruit progressivement le cortex surrénalien. Cette destruction empêche la production normale de cortisol et d'aldostérone. En conséquence, l'hypophyse produit davantage d'ACTH pour tenter de stimuler les glandes défaillantes, mais sans succès. Les taux d'ACTH sont donc élevés, tandis que le cortisol et l'aldostérone restent bas. Passons maintenant à l'insuffisance surrénalienne secondaire. Dans ce cas, le problème se situe au niveau de l'hypophyse, qui ne produit pas suffisamment d'ACTH. La cause la plus fréquente est l'arrêt brutal d'une corticothérapie prolongée. L'hypophyse, habituée à ne pas produire d'ACTH, ne peut pas reprendre immédiatement sa fonction normale. Dans l'insuffisance secondaire, les glandes surrénales sont intactes, mais ne reçoivent pas suffisamment de stimulation par l'ACTH. La production de cortisol diminue, mais l'aldostérone reste généralement normale. En résumé, la compréhension de ces mécanismes physiopathologiques est essentielle. Dans l'insuffisance primaire, l'ACTH est élevé et le cortisol bas. Dans l'insuffisance secondaire, l'ACTH et le cortisol sont tous deux diminués. Les signes cliniques de l'insuffisance surrénalienne sont variés, mais certains symptômes sont particulièrement évocateurs de cette pathologie endocrinienne. Les signes généraux incluent principalement l'asthénie, qui se manifeste par une fatigue intense et persistante, ainsi que l'hypotension artérielle qui peut être orthostatique. L'hyperpigmentation cutanée est un signe caractéristique de l'insuffisance surrénalienne primaire. Elle résulte de l'excès d'ACTH et touche particulièrement les zones exposées au soleil et les plis palmaires. Les troubles digestifs sont fréquents et incluent des nausées persistantes, des vomissements qui peuvent aggraver la déshydratation et des douleurs abdominales diffuses. Les déséquilibres électrolytiques sont caractéristiques avec une hyponatrémie due à la perte de sodium et une hyperkaliémie par rétention de potassium, pouvant présenter des risques cardiaques. Il est crucial de retenir que ces signes cliniques peuvent être non spécifiques et nécessitent une évaluation approfondie. Le diagnostic différentiel et la confirmation biologique sont indispensables pour établir le diagnostic d'insuffisance surrénalienne. La crise addisonienne représente une urgence médicale absolue.
Comprendre les situations à risque et les signes d'alarme est crucial pour tout professionnel de santé. Une crise addisonienne est une urgence vitale causée par un déficit sévère en cortisol. Sans traitement immédiat, elle peut rapidement conduire au décès du patient. Plusieurs facteurs peuvent déclencher une crise addisonienne. Tout stress physique majeur peut précipiter cette décompensation chez un patient avec insuffisance surrénalienne. Les signes cliniques de la crise addisonienne sont multiples et graves. Le patient présente un choc inexpliqué, une hypotension sévère et peut rapidement évoluer vers le coma. La déshydratation et l'hypoglycémie sont deux complications majeures de la crise addisonienne. Ces symptômes nécessitent une reconnaissance immédiate et un traitement urgent. Les patients les plus à risque sont ceux avec une insuffisance surrénalienne non diagnostiquée ou mal traitée. L'arrêt brutal d'une corticothérapie représente également un facteur de risque majeur. En résumé, la crise addisonienne est une urgence vitale qui peut survenir chez tout patient avec insuffisance surrénalienne. La reconnaissance précoce des signes et une prise en charge immédiate sont essentielles pour sauver la vie du patient. Le diagnostic de l'insuffisance surrénalienne repose sur une démarche biologique structurée. Nous allons examiner les tests initiaux, les tests de confirmation et les examens d'imagerie nécessaires. Les tests biologiques initiaux comprennent 4 examens essentiels. Le dosage du cortisol sérique le matin, l'ACTH plasmatique sur le même prélèvement, l'ionogramme et la glycémie. Un cortisol inférieur à 100 nanomoles par litre le matin est très évocateur d'insuffisance surrénalienne. L'ACTH élevé oriente vers une insuffisance primaire. Le test de stimulation à l'ACTH est le test de référence pour confirmer le diagnostic. On injecte 250 microgrammes d'ACTH synthétique et on mesure la réponse du cortisol. La réponse normale montre une élévation du cortisol au-dessus de 500 nanomoles par litre. Une réponse insuffisante confirme le diagnostic d'insuffisance surrénalienne. Les examens d'imagerie permettent d'identifier la cause de l'insuffisance surrénalienne. L'évaluation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien guide le choix des examens. L'échographie abdominale est souvent l'examen de première intention. Elle permet d'évaluer la morphologie et la taille des glandes surrénales de façon non invasive. L'IRM abdominal offre une meilleure résolution et permet une caractérisation tissulaire précise. Elle est particulièrement utile pour le bilan étiologique et la détection de lésions spécifiques. La stratégie diagnostique suit une approche structurée. Tests biologiques initiaux pour le dépistage, tests de stimulation pour la confirmation et imagerie pour l'identification étiologique. La prise en charge thérapeutique de l'insuffisance surrénalienne repose sur 2 piliers, le traitement substitutif chronique et la gestion des situations aiguës. Le traitement substitutif chronique utilise 2 médicaments principaux. L'hydrocortisone, commercialisé sous le nom d'hydrocortencil, remplace le cortisol déficient. La fludrocortisone, commercialisée sous le nom de Flucortac, remplace l'aldostérone. Elle n'est nécessaire qu'en cas de déficit en minéralocorticoïdes, principalement dans l'insuffisance surrénalienne primaire. Voici l'aspect de la boîte de Flucortac, contenant des comprimés de 50 microgrammes de fludrocortisone. La crise addisonienne constitue une urgence vitale nécessitant un traitement immédiat. Le protocole comprend 3 étapes essentielles. Premièrement, l'administration d'hydrocortisone par voie intraveineuse. On débute par un bolus de 100 à 200 mg, suivi d'une perfusion continue de 200 à 400 mg par 24 heures. Deuxièmement, le remplissage vasculaire avec du sérum salé isotonique. 1 à 2 litres doivent être perfusés rapidement pour corriger la déshydratation et l'hypotension. Troisièmement, la correction des troubles métaboliques associés, notamment l'hypoglycémie et l'hyperkaliémie, qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. L'adaptation des doses d'hydrocortisone est cruciale lors de situations de stress. Voici les principales situations nécessitant une augmentation de la dose habituelle. En cas de fièvre modérée, la dose doit être doublée. Pour une infection sévère, elle doit être triplée.
Les interventions chirurgicales nécessitent une adaptation selon leur importance. En cas de chirurgie majeure, la dose peut être multipliée par 5 à 10. Si le patient vomit et ne peut prendre son traitement oral, il faut passer à la voie intraveineuse. L'ajustement des doses doit également tenir compte de la fonction rénale du patient, comme illustré dans ce schéma d'adaptation posologique. En résumé, la prise en charge thérapeutique de l'insuffisance surrénalienne nécessite un traitement substitutif à vie, une adaptation rigoureuse des doses selon les situations de stress et une éducation approfondie du patient pour prévenir les complications. L'éducation thérapeutique constitue un pilier fondamental dans la prise en charge de l'insuffisance surrénalienne. Elle permet aux patients de devenir acteurs de leur traitement et d'éviter les complications potentiellement graves. La prise régulière des médicaments est essentielle. Les patients doivent apprendre à reconnaître les signes de surdosage comme l'insomnie, l'agitation ou la prise de poids, ainsi que les signes de sous-dosage comme la fatigue extrême, les nausées ou l'hypotension. L'adaptation des doses en cas de stress est cruciale. Lors d'infections, de chirurgie ou de traumatisme, les besoins en cortisol augmentent considérablement. Les patients doivent doubler ou tripler leur dose selon la sévérité de la situation. Chaque patient doit posséder un kit d'injection d'hydrocortisone pour les urgences et une carte d'identification médicale. Le kit contient une ampoule d'hydrocortisone, une seringue et des aiguilles, avec des instructions claires d'utilisation. Les nouvelles recommandations conjointes de la Société européenne d'endocrinologie et de la Société d'endocrinologie de 2025 soulignent l'importance cruciale de l'éducation thérapeutique. Elles insistent sur la formation des patients, de leurs familles et des soignants pour une meilleure gestion de l'insuffisance surrénalienne.